Elle a demandé le divorce et a dit « Je veux tout sauf notre fille », comme pour se libérer d'un fardeau. Je n'ai pas cherché à me battre pour la maison ou l'argent, j'ai signé les papiers calmement et j'ai gardé la seule chose qui comptait vraiment. Des mois plus tard, elle a réalisé ce qu'elle avait réellement abandonné. Je m'appelle Gilles. J'ai 54 ans et je travaille comme diagnostiqueur immobilier. Je passe mes journées à entrer dans des structures qui ont l'air solides de l'extérieur et je trouve la pourriture qui se cache sous la peinture fraîche. Des fondations fissurées, des infiltrations d'eau derrière les cloisons, des installations électriques qui pourraient provoquer un incendie dans 5 ans. On apprend à repérer les signes tôt, les petites choses qui vous disent que quelque chose ne va pas avant que tout ne s'effondre. Je n'aurais jamais pensé devoir utiliser ces mêmes instincts pour mon propre mariage. Nathalie et moi étions ensemble depuis 22 ans. Nous avions une fille, Chloé, qui avait 16 ans et qui était plus intelligente que nous deux réunis. Pendant la plupart de ces années tout allait bien ou du moins je le pensais. Nathalie travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire, s'occupait de la maison et faisait son travail de mère. Nous n'étions pas riches mais nous étions stables. Puis il y a environ 10 mois elle m'a dit qu'elle voulait créer une entreprise. De la mise en scène immobilière comme elle l'appelait. Aider les gens à vendre leurs maisons en les rendant plus belles. Elle disait qu'elle avait toujours eu l'œil pour le design et qu'elle voulait quelque chose à elle. Je l'ai soutenue. Je l'ai même aidé à créer la société à responsabilité limitée, j'ai co-signé une carte bancaire professionnelle, je l'ai laissé utiliser nos économies communes pour acheter le stock initial. Je pensais que c'était une bonne chose pour elle d'avoir un projet. Je n'avais aucune idée de ce que je finançais réellement. La première fissure est apparue un mercredi soir. Je me suis réveillé vers 2h car j'ai entendu du mouvement en bas. Je suis allé vérifier en pensant que Chloé n'arrivait peut-être pas à dormir mais c'était Nathalie dans la cuisine avec son téléphone. La lumière bleue éclairait son visage et elle souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand elle m'a remarqué elle a retourné le téléphone rapidement, trop rapidement. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu que c'était juste un client ennuyeux à des heures indues. J'ai hoché la tête et je suis remonté mais quelque chose clochait. Le lendemain matin son téléphone était sur le comptoir pendant qu'elle prenait sa douche. Je n'en suis pas fier mais j'ai regardé. Les messages étaient encore ouverts. J'ai vu des choses comme « Le nouvel endroit est presque prêt et tu es imparable ». Et puis un autre qui m'a retourné l'estomac. J'ai hâte d'être libéré de ce poids mort. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté le téléphone ni exigé d'explication. Je l'ai simplement reposé, j'ai fait du café et je suis allé travailler car j'ai appris que lorsqu'on trouve un problème dans une structure on ne commence pas tout de suite à donner des coups de marteau. On documente, on mesure, on évalue la profondeur du problème. Au cours des semaines suivantes j'ai commencé à remarquer des choses. De petites choses d'abord. Un plaid que ma mère nous avait offert il y a des années a disparu. Puis une lampe du salon. Une chaise de la salle à manger. Nathalie disait qu'elle les utilisait pour des travaux de mise en scène et qu'elle les ramènerait mais ils ne sont jamais revenus. Ensuite des objets plus volumineux ont commencé à disparaître. Notre table basse, la bibliothèque du couloir et puis un samedi je suis rentré après avoir inspecté un site commercial et le canapé n'était plus là. Pas notre canapé mais un canapé. Un canapé d'angle beige et bon marché qui semblait provenir d'un entrepôt de déstockage. Chloé est entrée derrière moi, l'a vue et s'est arrêtée net. Elle m'a regardé avec une expression épuisée et a dit « Alors le canapé vient de mourir je suppose ». Nathalie est descendue les escaliers avec son téléphone à la main et a dit que c'était temporaire, que l'autre était sur un lieu de mise en scène et que celui-ci n'était qu'un prêt. Chloé a répondu « Bien sûr maman, peu importe » et elle est montée. J'ai observé le visage de ma fille et j'ai su qu'elle n'y croyait pas non plus. La maison commençait à paraître vide comme si nous vivions dans une salle d'exposition plutôt que dans un foyer. Mais je n'ai toujours rien dit. J'ai continué à observer. Puis environ 2 semaines plus tard Chloé est entrée dans mon bureau avec son ordinateur portable. Elle avait cette énergie nerveuse comme si elle ne voulait pas me le dire mais sentait qu'elle le devait. Elle a tourné l'écran vers moi et a dit « Papa, j'ai trouvé quelque chose de bizarre ». C'était sur Le Bon Coin. Nathalie vendait nos affaires, nos meubles, nos biens sous un faux nom. Le compte n'était pas le sien. Il était au nom de Catherine Lemoine mais les photos avaient été prises dans notre pavillon. Je pouvais voir nos murs, nos sols. Il y avait le plaid, la lampe, la table basse, tous répertoriés comme légèrement utilisés avec des prix bien inférieurs à leur valeur réelle. Chloé m'a demandé si j'étais au courant. Je lui ai dit que non. Elle m'a demandé si elle devait en parler à sa mère.
Je lui ai répondu, non, laisse-moi m'en occuper. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur, j'ai commencé à tout consigner. Ce n'était pas de la mise en scène. C'était une liquidation. Elle vendait notre maison pièce par pièce et elle le cachait. Puis le vrai coup est arrivé. J'ai reçu une lettre par la poste concernant le compte d'épargne que nous avions mis en place pour les études supérieures de Chloé. Il y avait eu un retrait, 8 000 € avaient disparu. J'ai appelé la banque immédiatement. Ils m'ont dit que le retrait avait été autorisé par la cotitulaire du compte Nathalie Vasseur. J'ai demandé quand ils ont répondu il y a 3 semaines. J'ai raccroché et je suis resté là le regard fixe sur le mur. Cet argent était censé être intouchable. Nous y cotisions depuis la naissance de Chloé. Ce n'était pas pour nous. C'était pour son avenir. Quand Nathalie est rentrée ce soir-là, je lui ai posé la question. J'ai gardé une voix calme et posée. J'ai dit que j'avais vu le relevé du compte d'épargne. Elle n'a même pas bronché. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour l'entreprise, que techniquement c'était notre argent et qu'elle le rembourserait. Je lui ai dit que c'était l'argent de Chloé. Elle a répondu, les enfants se débrouillent, les prêts étudiants existent, tu es dramatique. J'ai juste hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Mais cette nuit-là j'ai réalisé quelque chose. Elle ne construisait pas une entreprise. Elle préparait une porte de sortie. Et elle se fichait de savoir qui elle allait enterrer en partant. Alors j'ai commencé à tout documenter. Chaque transaction, chaque reçu, chaque meuble qui passait la porte. J'ai fait des feuilles de calcul. J'ai pris des photos. J'ai suivi chaque euro. Et puis j'ai trouvé un débit sur notre carte bancaire commune que je ne reconnaissais pas. Un garde-meuble dans une zone d'activité, 180 € par mois. Je ne lui ai posé aucune question à ce sujet. Je l'ai simplement ajouté au dossier car je savais ce qui s'en venait. Et quand le moment serait venu, j'allais être prêt. Voici ce que j'ai appris en 20 ans de diagnostics immobiliers. Les problèmes les plus dangereux ne sont pas ceux que l'on voit tout de suite. C'est la fuite lente derrière le mur, la fissure microscopique dans les fondations qui s'élargit d'1 pouce chaque année. Au moment où la plupart des gens s'en rendent compte, les dégâts sont catastrophiques. Le plan de Nathalie était identique. Graduel, calculé, conçu pour paraître normal jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais elle a commis une erreur critique. Elle a supposé que je ne ferais pas attention aux détails. Avez-vous déjà ignoré de petits signes d'alerte dans une relation en pensant qu'ils disparaîtraient d'eux-mêmes? Pendant les 6 semaines qui ont suivi, j'ai vécu comme si je menais l'inspection la plus importante de ma carrière. J'avais un système de classement dans mon bureau qui ferait pleurer de joie un comptable. Des relevés bancaires avec les transactions surlignées en jaune. Des factures de cartes bancaires avec les frais entourés en rouge. Des photos de chaque meuble disparu horodatées et cataloguées. J'avais une feuille de calcul pour suivre les paiements du garde-meuble. Une autre pour les dépenses professionnelles qui n'avaient aucun sens. Nathalie pensait que je travaillais juste tard, plongé dans des diagnostics et des rapports d'infraction. Elle n'avait aucune idée que je montais un dossier. Le garde-meuble était la pièce qui me dérangeait le plus. Pourquoi quelqu'un qui gère une véritable entreprise de mise en scène immobilière aurait-il besoin d'une installation de stockage séparée alors que nous avions un garage pour 2 voitures qui était pratiquement vide? Je suis passé devant un samedi matin. Zone d'activité, clôture grillagée, des unités qui semblaient ne pas avoir été peintes depuis les années 90. Je n'y suis pas entré. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de savoir que ça existait. J'avais besoin d'une personne de confiance pour examiner les chiffres, quelqu'un qui me dirait si j'avais des hallucinations ou si la situation était aussi grave que je le pensais. J'ai appelé Olivier, mon copain du lycée devenu expert comptable. Nous nous sommes retrouvés chez lui un soir, juste nous deux dans son salon. J'ai apporté les dossiers. Olivier a tout passé en revue avec ses lunettes de lecture, faisant de petits bruits toutes les quelques pages. Au bout d'environ 40 minutes, il a levé les yeux vers moi et m'a dit, soit elle est très mauvaise en affaires, soit elle cache de l'argent. Peut-être les deux. Il m'a montré les schémas récurrents. De l'argent qui entrait sur le compte de l'entreprise mais pas grand-chose qui en sortait là où il aurait dû. Des dépenses qui ne correspondaient pas aux revenus. L'entreprise de mise en scène immobilière ne montrait pratiquement aucun profit mais elle dépensait comme si elle était florissante. Puis Olivier a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit, Gilles, écoute-moi. La propriété, ce n'est pas seulement les actifs. C'est aussi les passifs.
Si elle prend tout lors d'un divorce, elle prend toutes les dettes, tous les impôts, toutes les pénalités qui vont avec. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai simplement fixé. Il m'a demandé si je comprenais ce qu'il disait. Je lui ai répondu que je comprenais parfaitement. 3 semaines plus tard, Nathalie m'a signifié les papiers du divorce, pas lors d'une scène publique dramatique, juste au petit déjeuner un dimanche matin. Chloé dormait encore à l'étage. Sylvie, la sœur de Nathalie, était là assise à la table de notre cuisine comme si elle avait été invitée à une réunion d'affaires. Nathalie avait une liste. Elle voulait la maison, les 2 voitures, 100% de l'entreprise et 50-50 sur ma pension de retraite. Puis elle a dit, « Chloé peut rester avec toi. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une adolescente en ce moment. » Sylvie a hoché la tête comme si tout cela était parfaitement raisonnable. Je suis resté assis là avec mon café. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas discuté. Ensuite j'ai entendu un bruit provenant du couloir. Chloé se tenait là en pyjama. Elle avait tout entendu. Elle a regardé sa mère et a dit « Waouh maman. On ressent vraiment l'amour ici. » Nathalie lui a dit de ne pas être dramatique. Chloé n'a rien ajouté d'autre. Elle s'est juste retournée et est remontée à l'étage. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne protégeais plus seulement de l'argent ou des biens. Je protégeais ma fille pour qu'elle ne soit pas effacée. J'ai regardé Nathalie et j'ai dit, « D'accord, tu peux tout avoir. » Le visage de Sylvie s'est illuminé comme si elle venait de gagner à la loterie. Nathalie avait l'air confuse comme si elle s'attendait à une bagarre et ne savait pas quoi faire lorsqu'elle n'en a pas eu. Elle a demandé si j'étais sérieux. Je lui ai dit que je demanderais à mon avocat de préparer les papiers. Puis j'ai quitté la table et je suis allé travailler. Cet après-midi-là, j'ai appelé Maître Thomas Renaud. Il avait géré un litige immobilier pour moi des années auparavant. Le genre d'avocat qui lit chaque mot de chaque document comme s'il désamorçait une bombe. J'ai aussi cherché des appartements et à la fin de la semaine j'ai signé un bail pour un logement avec 2 chambres à l'autre bout de la ville. Chloé avait besoin d'un endroit stable qui ne soit pas rempli d'une tension constante et j'avais besoin d'espace pour penser clairement. J'ai rencontré Maître Thomas Renaud à son cabinet le lendemain et j'ai tout étalé. Les annonces sur Le Bon Coin, le retrait du compte d'épargne, le garde-meuble, les données financières de l'entreprise que Olivier avait examinées. Maître Thomas Renaud a tout regardé et a dit, « C'est de l'or mais on ne va pas le brandir partout. » Il a expliqué la stratégie. Nous allions lui donner ce qu'elle voulait mais nous le structurerions de manière à ce qu'elle ne puisse pas se dérober plus tard. La maison serait à elle mais elle devrait la reprendre à son nom dans les 90 jours sinon elle serait mise en vente. Pas de prolongation, pas d'excuse. Les 8 000 € du compte d'épargne de Chloé seraient déduits de sa part des actifs remboursés immédiatement. L'entreprise serait entièrement à elle, ce qui signifiait toutes les dettes, toutes les obligations envers les fournisseurs, tous les problèmes fiscaux potentiels liés aux revenus non déclarés. Maître Thomas Renaud a rédigé l'accord. Il était propre en apparence. Elle obtient la maison, les voitures, l'entreprise. Je garde ma pension de retraite. Elle n'en tire rien. Tout était divulgué dans les annexes, les pièces CAF, 214 pages de dossiers financiers, de documents commerciaux, d'historiques de transactions, le tout joint, le tout intégré. Maître Thomas Renaud m'a dit que la plupart des gens ne lisent pas les annexes. Ils se contentent de parapher et de signer. 2 semaines plus tard, Nathalie a essayé de jouer à la plus fine. Elle a déposé une requête d'urgence affirmant que je gaspillais les biens matrimoniaux. Elle a dit, « J'ai acheté un bateau. Je ne possède pas de bateau. Je n'en ai jamais eu. » Maître Thomas Renaud a soumis mes relevés bancaires prouvant qu'il n'y avait aucun achat de bateau. La juge a rejeté l'affaire en environ 5 minutes. Ensuite, quelqu'un a déposé une plainte anonyme auprès de mon employeur affirmant que j'avais accepté des pots de vin lors d'inspection. Ça n'a mené nulle part parce que ce n'était pas vrai mais c'était clairement fait pour me déstabiliser. Puis Sylvie s'est présentée au pavillon un soir en exigeant de voir Chloé, prétendant que c'était urgent. Nous avions installé une sonnette vidéo entre-temps. Chloé a tout enregistré. Sylvie a passé 10 minutes à la porte insistant sur le fait que Nathalie avait des droits, que je montais Chloé contre sa mère. Chloé lui a dit via l'interphone que si sa mère voulait lui parler, elle pouvait appeler comme une personne normale. Sylvie a fini par partir. Maître Thomas Renaud a dit, « Gardez tout ça. C'est un moyen de pression si nous en avons besoin. » La médiation était prévue pour le début du mois de juin. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence en centre-ville. Nathalie s'est présentée avec son avocate maître Caroline Vernier qui avait la réputation d'être agressive mais pas particulièrement soucieuse des détails.
Sylvie était là aussi assise derrière Nathalie comme un entraîneur. Maître Caroline Vernier avait l'accord de règlement devant elle. Elle tournait les pages rapidement, s'arrêtant à peine. Maître Thomas Renaud était assis à côté de moi complètement calme. Le médiateur a passé en revue les conditions. Nathalie obtient la propriété exclusive de la maison des voitures des actifs de l'entreprise. Je garde ma pension de retraite. Pas de partage. La garde de Chloé me revient. Une compensation de 8 000 € pour le retrait du compte d'épargne. Sylvie se penchait en avant, chuchotant à Nathalie que ma pension de retraite était là où se trouvait mon véritable argent et qu'elle devrait se battre pour l'obtenir. Nathalie l'a ignoré. Elle était trop concentrée sur la maison, les voitures, l'idée de tout garder. Maître Caroline Vernier est arrivée à la page des signatures et a pointé du doigt. Elle a dit à Nathalie de paraffer ici, ici et ici, puis de signer en bas. J'ai regardé Nathalie signer sans lire une seule annexe. Maître Caroline Vernier y a à peine jeté un coup d'œil non plus. Maître Thomas Renaud s'est éclairci la gorge et a dit juste pour confirmer, les pièces CAF sont intégrées en pièces jointes. L'intégralité des 214 pages. Le médiateur a demandé si les deux parties accusées réception et confirmaient en avoir pris connaissance. J'ai dit oui. Nathalie a dit oui. Maître Caroline Vernier a dit oui. Maître Thomas Renaud a pris une note. L'audience finale a été fixée au 14 juin devant la juge Legrand. Nous nous sommes tous levés. Nathalie m'a regardé avec ce petit sourire comme si elle venait de me duper. Sylvie lui a serré l'épaule. Elles sont sorties avec l'air d'avoir gagné. Maître Thomas Renaud a rangé sa mallette et a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de signer. J'ai demandé s'il était sûr que ça tiendrait. Il m'a répondu, Gilles, ne pas lire des documents correctement divulgués n'est pas un motif d'appel. C'est une faute professionnelle et c'est le problème de son avocate, pas le nôtre. Nous avons quitté le bâtiment. Je me suis assis dans ma voiture pendant quelques minutes. Chloé m'a envoyé un texto pour me demander comment ça s'était passé. Je lui ai dit que je lui expliquerais à la maison. Elle m'a renvoyé un message positif. J'ai démarré le moteur et je suis sorti du parking. Nathalie pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de ce qui était enterré dans ses annexes. Et dans 10 jours, la juge Legrand allait les lire à haute voix. Laissez-moi faire une pause ici et vous demander quelque chose. Quand quelqu'un exige tout lors d'un divorce, que demande-t-il vraiment? La plupart des gens pensent qu'il ne s'agit que d'argent ou de biens. Mais voici la vérité. Ils demandent aussi à en assumer les conséquences. Chaque dette, chaque obligation, chaque erreur qu'ils ont commise et qu'ils croient cachée. Nathalie voulait le contrôle. Ce qu'elle a obtenu, c'est la responsabilité. Auriez-vous fait la même chose? Ou vous seriez-vous battu pour garder ce qui vous appartenait? Le matin du 14 juin, je me suis réveillé à 5h30 et je n'ai pas pu me rendormir. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé le soleil se lever par la fenêtre. Chloé est descendue vers 6h déjà habillée. Elle m'a demandé si j'étais nerveux. Je lui ai répondu que non, que j'étais juste prêt à ce que ce soit terminé. Elle s'est versée du jus d'orange et a dit, « Papa, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis contente d'être ici avec toi. » Je ne me faisais pas confiance pour en dire beaucoup, alors j'ai simplement hoché la tête. Nous sommes arrivés au palais de justice à 8h45. Maître Thomas Renaud attendait devant la salle d'audience dans son habituel costume sombre, mallette à la main. Il m'a demandé si j'étais prêt. Je lui ai dit que j'étais prêt depuis des mois. Chloé m'a serré le bras et a dit qu'elle attendrait dans le couloir. Elle ne voulait pas être dans la pièce quand tout se passerait. Nous sommes entrés et avons pris place à la table de gauche. Nathalie était déjà là du côté droit avec Maître Caroline Vernier. Sylvie était au premier rang derrière elles, habillée comme si elle assistait à un mariage. Nathalie avait l'air confiante, détendue même. Elle m'a jeté un coup d'œil une fois et il y a eu ce même petit sourire de la médiation. Maître Caroline Vernier avait un dossier fin devant elle. Maître Thomas Renaud avait 3 classeurs empilés soigneusement, chacun avec des onglets et des étiquettes. La juge Legrand est entrée à 9h pile. Tout le monde s'est levé. Elle avait une 60aine d'années, les cheveux gris tirés en arrière, le genre de juge qui connaissait toutes les ruses et qui n'avait aucune patience pour les absurdités. Elle s'est assise, a ouvert le dossier et a dit à tous les autres de s'asseoir. Elle nous a regardés tous les deux et a dit que nous étions ici pour finaliser la dissolution du mariage, que les deux parties avaient convenu des conditions lors de la médiation. Elle a demandé si nous comprenions et acceptions tous les deux ces conditions telles qu'elles étaient écrites. Nathalie a dit, « Oui madame la juge. »
J'ai dit, oui madame la juge. La juge Legrand a commencé à passer en revue le langage standard, la division des biens, l'absence de pension alimentaire, les accords de garde. Tout était procédural, exactement ce dont nous avions convenu. Sylvie souriait. Puis maître Thomas Renaud s'est levé. Il a dit, madame la juge, juste pour le procès-verbal, l'accord de règlement intègre les pièces CAF en annexe 214 pages de déclarations financières et de documents commerciaux. La juge Legrand a levé les yeux. Elle a demandé si les deux parties avaient reçu des copies de ces pièces. Maître Thomas Renaud a répondu, oui madame la juge, fournie lors de la médiation et reconnue par écrit. La juge s'est tournée vers maître Caroline Vernier et a demandé, avez-vous examiné ces pièces avec votre cliente? Oui ou non? La salle d'audience est devenue très silencieuse. Maître Caroline Vernier s'est figée. Sa bouche s'est ouverte mais rien n'en est sorti. Elle a baissé les yeux vers son dossier fin comme si la réponse pouvait s'y cacher. La juge Legrand a répété la question plus lentement cette fois. Maître Caroline Vernier a fini par dire, madame la juge, nous avons examiné les conditions principales de l'accord. L'expression de la juge Legrand n'a pas changé mais son ton a baissé d'environ 10 degrés. Elle a dit, maître, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle a tourné une page du dossier et a dit, selon les notes du médiateur, vous avez signé une déclaration confirmant la réception et l'examen de toutes les pièces jointes. Est-ce votre signature? Maître Caroline Vernier a répondu oui mais madame la juge, si je puis m'expliquer. La juge Legrand a dit, non vous ne le pouvez pas. J'ai posé une question appelant un oui ou un non et vous y avez répondu. Maître Thomas Renaud s'est assis. Je pouvais sentir Nathalie commencer à se crisper à côté de maître Caroline Vernier. La juge Legrand a ouvert l'un des classeurs devant elle. Elle a dit, passons en revue ce qui se trouve réellement dans ces pièces puisqu'apparemment nous en avons besoin. Elle a commencé à lire. La pièce C montre des obligations impayées envers les fournisseurs pour l'entreprise de mise en scène immobilière s'élevant à 47 000 €. La pièce D documente un garde-meuble avec des frais de retard accumulés et des violations du code pour un total d'environ 6 000 €. La pièce comprend la correspondance de 3 créanciers différents concernant des factures impayées. La pièce F contient des copies de registres de revenus d'entreprises qui semblent montrer des revenus non déclarés, ce qui pourrait déclencher un contrôle fiscal. Le sourire de Sylvie avait disparu. Le visage de Nathalie était devenu complètement blanc. Maître Caroline Vernier feuilletait des papiers en essayant de trouver quelque chose à dire. La juge Legrand a continué. Elle a dit, madame Vasseur, vous avez accepté de prendre la propriété exclusive de l'entreprise et de tous les actifs qui y sont associés, ce qui signifie que vous avez également pris l'entière responsabilité de toutes les dettes, obligations et obligations fiscales potentielles associées à ces actifs. Le comprenez-vous maintenant? Nathalie n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est tournée vers maître Caroline Vernier et a dit, vous m'aviez dit que tout allait bien. Maître Caroline Vernier a dit, nous pouvons déposer une requête en réexamen sur la base de... La juge Legrand l'a coupé. Elle a dit, sur la base de quoi, maître? Sur le fait que votre cliente n'a pas lu des documents qui ont été correctement divulgués et que vous avez confirmé avoir examiné. Elle a regardé Nathalie et a dit, madame Vasseur, votre mari a tout divulgué. C'était dans les annexes. Vous avez signé un document accusant réception. Cet accord est exactement ce que vous avez demandé. Sylvie s'est levée dans le public et a dit, c'est de la fraude, c'est un piège. La juge Legrand lui a dit de s'asseoir immédiatement sinon elle serait expulsée de la salle d'audience. Sylvie s'est assise. Nathalie m'a regardé de l'autre côté de la table. Ses yeux étaient affolés, désespérés. Elle a dit, tu savais. Tu savais tout ça. J'ai gardé une voix calme. J'ai dit, j'ai tout divulgué, Nathalie. C'était dans les annexes. Tu as signé en accusant réception. Tu voulais la propriété exclusive et tu l'as obtenue. Maître Thomas Renaud a ajouté, madame la juge, juste pour être clair, tous les dossiers financiers ont été obtenus légalement. Toutes les dettes énumérées sont des obligations commerciales légitimes. Rien n'a été caché ou fabriqué. La juge Legrand a fermé le classeur. Elle a dit, je vais être très clair. Le moment de réaliser ce que vous signez était avant de le signer, pas après. Cet accord a été négocié, a fait l'objet d'une médiation et a été signé par les deux parties. Je le valide tel qu'il est écrit. Elle a regardé maître Caroline Vernier et a dit, maître, le fait que votre cliente n'ait pas lu des documents correctement divulgués n'est pas un motif d'appel. C'est une question de faute professionnelle entre vous et elle. Le visage de maître Caroline Vernier est devenu rouge. La juge Legrand a continué.
Elle a dit, Madame Vasseur, vous avez 90 jours pour reprendre la maison à votre seul nom, sinon la propriété sera mise en vente. Pas de prolongation. La compensation de 8 000 € pour le retrait du compte d'épargne sera payée dans les 30 jours. Vous conservez la pleine propriété et la pleine responsabilité de l'entreprise. Elle a signé l'ordonnance. Elle a dit, cette dissolution est définitive. La séance est levée. Le marteau est tombé. Tout le monde s'est levé. Nathalie est restée assise, le regard fixe sur la table. Sylvie se dirigeait déjà vers la porte. Maître Caroline Vernier a rangé son dossier sans regarder Nathalie. Maître Thomas Renaud m'a serré la main et a dit, je déposerai la requête de mise en vente dans 91 jours si nécessaire. Nous sommes sortis dans le couloir. Chloé attendait sur un banc près des fenêtres. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Je lui ai dit que c'était fait. Elle a demandé à quel point c'était grave pour sa mère. J'ai répondu, assez grave. Puis je lui ai dit que la juge avait verrouillé la compensation. Son compte d'épargne serait de nouveau complet dans les 30 jours. Les yeux de Chloé se sont illuminés. Elle m'a serré fort dans ses bras et a dit, tu es une légende absolue. Nous avons quitté le palais de justice. Au cours des 3 mois suivants, j'ai regardé tout s'effondrer pour Nathalie exactement comme Maître Thomas Renaud l'avait prédit. Elle n'a pas pu reprendre le crédit car son crédit était ruiné et les revenus de l'entreprise ne couvraient pas le prêt hypothécaire. Maître Thomas Renaud a déposé la requête. La juge Legrand a ordonné la mise en vente de la maison. Elle s'est vendue vite mais pour moins que ce que Nathalie espérait car elle était désespérée. Après le remboursement du prêt hypothécaire, les privilèges, les impôts fonciers et la commission de l'agent immobilier, il ne restait presque plus rien. Le garde-meuble a été inspecté à la suite d'une plainte pour violation du code de prévention des incendies. Le bail a été résilié et elle a écopé de pénalités pour stockage inapproprié de matières inflammables. Les créanciers ont commencé à saisir les stocks pour couvrir les dettes. L'entreprise de mise en scène immobilière s'est effondrée en environ 6 semaines. Ensuite, le fisc a envoyé des lettres demandant des documents et programmant un contrôle. Il voulait des explications sur la raison pour laquelle les revenus déclarés ne correspondaient pas au dépôt bancaire. Nathalie a emménagé avec Sylvie. J'ai entendu dire qu'elles ont tenu environ 1 mois avant que les disputes ne deviennent trop graves. Chloé est restée avec moi dans l'appartement. Elle a été inscrite au tableau d'honneur ce semestre-là avec une moyenne de 16 sur 20. Nous avons commencé de nouvelles routines, des soirées cinéma le samedi, des crêpes le dimanche matin. Elle semblait plus légère, comme si un poids avait été soulevé. Un soir, elle m'a demandé si je me sentais mal pour ce qui était arrivé à sa mère. J'y ai réfléchi un moment. Je lui ai dit que je me sentais mal qu'on en soit arrivé là, mais que je ne me sentais pas mal d'avoir protégé son avenir et de m'être assuré que sa mère fasse face aux conséquences de ses propres choix. Chloé a hoché la tête. Elle a dit, tant mieux parce que moi non plus. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Parfois la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre du recul et de laisser les gens obtenir exactement ce qu'ils ont demandé, surtout lorsqu'ils sont si sûrs de savoir mieux que vous. Nathalie voulait tout. Elle l'a eu et ça l'a enterré. La maison que j'ai appris à inspecter n'est pas seulement faite de bois et de béton. Elle est faite de choix. Certaines personnes construisent des fondations solides. D'autres font des économies de bouts de chandelle, cachent les dommages et espèrent que personne ne le remarquera avant leur départ. Mais un jour ou l'autre, chaque structure est inspectée. Et quand c'est le cas, la vérité éclate. Nathalie croyait se jouer de moi. Elle pensait que j'étais trop confiant, trop passif, trop concentré sur mon travail pour voir ce qu'elle faisait. Elle avait tort. J'ai tout vu. J'ai juste attendu le bon moment pour la laisser s'enterrer toute seule. S'il y a une chose que mon travail m'a apprise, c'est celle-ci. Vous pouvez peindre par-dessus la pourriture, mais cela ne la fait pas disparaître. Cela devient juste le problème de quelqu'un d'autre lorsque les murs finissent par s'effondrer. Nathalie voulait tout posséder. Maintenant elle possède les conséquences. Et moi je suis assis dans un petit appartement avec ma fille mangeant des crêpes le dimanche matin, la regardant s'épanouir. C'est la fondation que j'ai construite et c'est la seule qui compte. Commentaire, je tenais à vous dire un mot après cette vidéo. Ce qui m'a le plus touché, c'est la façon dont on peut protéger sa dignité sans jamais hausser le ton. Fixer des limites claires n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est un acte de respect envers soi-même et envers ceux qu'on aime. J'aime l'idée que la véritable guérison commence quand on choisit la paix plutôt que le combat. Assumer ses responsabilités, même quand c'est difficile, cela libère vraiment. Et vous,
dans votre vie, avez-vous déjà ressenti ce besoin de poser des limites pour préserver votre sérénité? Je vous encourage à y réfléchir, car notre bien-être en dépend souvent. La gentillesse reste importante, mais elle doit aussi être accompagnée de fermeté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas que vous méritez une vie où vous vous sentez en sécurité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.